début, je voulais être maîtresse. Après, j'ai voulu être pompier. Je voulais être facteur, avoir une péniche. Après, j'ai voulu être dans l'armée de l'air. Je voulais être musicien. Infirmière. Être astrophysicien. C'était le côté exploration de l'espace, tous ces trucs-là. Bon, il y a eu médecin comme papa, forcément. Il y a eu architecte à un moment. Au début, je voulais être comédienne. Et ensuite, j'ai voulu être présidente de la République. Je pense que je voulais être soigneur dans un zoo. J'ai toujours voulu être chercheur. Moi, je voulais être snowboarder pro. Je voulais être archéologue et puis après... Déjà 23 ans. Solal était tout juste calé sur le sein de sa mère quand mon fort intérieur, je lui posais déjà ces questions. Que vas-tu devenir? Que vas-tu faire? À quel travail te destines-tu? Chaque étape de sa vie le rapproche du moment où il faudra se décider et prendre la bonne direction. Solal voulait être snowboarder. Le rêve pour lui et beaucoup d'autres s'est effiloché comme ses pantalons sur les bancs de l'école. Après son bac et 2 années de fac sans grande conviction, il revient d'une année en Australie avec l'idée d'être infirmier. Mais Parcoursup a eu raison de son désir. 1900e sur liste d'attente. Il ne sait plus trop quoi faire aujourd'hui. Se représenter l'année prochaine, partir sur une autre formation, se lancer sans diplôme sur le marché du travail, encore des questions auxquelles il ne peut me répondre. Du coup, pour essayer d'avoir des réponses, je suis allé demander à d'autres jeunes comment s'est passée leur rencontre avec le monde du travail, comment ils ont poursuivi leurs rêves et arrivent à en vivre, ou comment ils sont passés à autre chose en y trouvant leur compte. Quand j'étais petit, moi je voulais être pilote de ligne à la base. Et au final, ça m'a un peu suivi tout au long de ma vie parce que après je me suis lancé dans une école d'ingénieur en aéronautique. Mais au final, ce rêve il s'est transformé. Maintenant, c'est pas dans l'aéronautique où je vais être, c'est plutôt dans le spatial. Donc voilà, c'est plutôt un rêve qui a évolué. Axel a 25 ans, c'est mon petit cousin. Je connais un peu son parcours et je me rappelle que son année en école d'ingénieur n'a pas été top, ni les 2 années de chimie qui ont suivi. Finalement, un de ses profs lui conseille d'aller en commerce. Tu gagneras plus en bossant moins, lui dit-il. Mais ouais, c'est vrai que mon père trouvait que ceux qui font commerce, c'est des feignants. Et c'est pour ça aussi que je m'étais tourné vers école d'ingénieur. Parce que voilà, il me rabattait à chaque fois, ouais, faut pas faire commerce, faut pas faire commerce. Et voilà, au final, je suis en commerce. Je sais que moi, quand je vais sortir de l'école de commerce, j'aurai entre guillemets un bon premier salaire. Et environ à 3 000 € par mois, c'est plutôt pas mal pour un premier salaire. La notion d'argent... surtout en école de commerce, elle est vraiment très présente, et surtout en finance. Donc l'argent pour moi, c'est vraiment très important. Je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais en tout cas, il y contribue, ça c'est sûr. Donc moi, dans mon plan de vie, je veux d'abord faire beaucoup d'argent, pour ensuite pouvoir m'atteler à des choses qui m'intéressent beaucoup plus. Donc l'argent, c'est presque plus pour te dire que tu puisses développer derrière une activité que véritablement claquer du fric comme ça. Ah oui, c'est dans la vision d'un projet quand même. J'aimerais bien accumuler mon argent de l'argent jusqu'à 35 ans. Ensuite, monter 1 ou 2 boîtes, histoire d'accumuler encore plus d'argent et de travailler pour un truc, des idées que j'ai eues depuis que je suis tout petit. Et ensuite, vraiment, à 40 ans, se lancer dans le spatial. Si les entreprises que j'ai montées, elles ont marché, se lancer dans le spatial. Voilà, ce serait un peu ça mon plan de vie. Et après, il se peut qu'il y ait des changements, il y a pas mal d'inattendus. Donc, des ratages à l'allumage. Ouais, ça je pourrais aussi, ouais. Donc je me fixe ça, mais je me dis que je peux le modifier quand j'en sentirai le besoin. Sur le point de vue de ta carrière, tu es plutôt optimiste, tu as confiance en l'avenir là-dessus. Ouais. Vu que le spatial, pour moi, c'est un domaine qui est tout le temps en pleine expansion et qu'il y a toujours des avancées technologiques dessus, il y aura toujours en fait du travail. Et moi, vu que c'est quelque chose qui me passionne, je pense que ça serait pas facile, mais ça serait plus facile, en tout cas pour moi, de trouver du travail dans ce domaine-là que quelqu'un qui serait pas passionné et qui fait ça juste par défaut. Et pour moi, l'espace, c'est l'avenir. Voilà, je parle pas non plus de Star Wars, mais voilà, c'est pour moi dans 500 ans, ça va. Je pense que on sera déjà décalé sur d'autres planètes et on aura déjà commencé à coloniser. Donc ça, c'est le côté optimiste.
Côté optimiste. Après, côté pessimiste, c'est voilà, les hommes, on aura fait de la merde et on aura niqué la planète et on aura même plus de ressources pour aller autre part et voilà, on va tous crever. Voilà. Et les choses qui changent entre tout ce qui est la robotisation, la numérisation à outrance, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'intéresse, qui te fait peur, qui te laisse indifférent ? C'est sûr que ça intéresse, mais après, plus tu t'y intéresses, plus ça fait peur. Parce que tu te rends compte que on développe de plus en plus les technologies, que la technologie devient de plus en plus à remplacer l'homme. Comme on le voit chez Amazon, maintenant, leur grand centre avec tous les robots qui vont dans tous les sens pour les colis. C'est un autre monde en fait. Et c'est sûr que c'est un peu pour ça que je fais des études, parce que c'est aussi parce que là on se rend compte que plus les métiers les plus précaires, en soi qui ont des tâches assez robotiques, et sont amenés à être remplacés. Et donc du coup ça fait peur aussi pour ces gens-là qui ont des travails et qui au final se font gober leur travail à cause de ces robots. Alors il y a ces robots et il y a aussi toute la main-d'œuvre des pays asiatiques, de l'Inde. Est-ce que ça aussi c'est des choses qui peuvent te faire peur ? Est-ce que ça fait partie du challenge Dans ces pays-là, l'Asie, voilà, ils ont pas de protection. Par exemple, si je veux te virer, je te vire. Voilà. Donc c'est sûr que c'est pour quelqu'un qui veut créer son entreprise, son usine là-bas, c'est un énorme avantage. Et moi, si je me dis, de toute façon, si je le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va prendre ma place. Parce que il y a aussi le facteur de compétitivité en commerce et voilà, faut être pas le premier, mais voilà, le plus rapide, faut trouver le truc le moins cher, faut être ci, faut être ça. Donc, ouais, moi je pense que je le ferais. Et ça me dérangerait pas. Je dirais, même s'il y a transgression de certaines valeurs, ça me dérangerait pas. D'accord, donc tu pourrais quand même facilement délocaliser, exploiter entre guillemets une population mal payée. Ouais, par exemple, en tant que patron, c'est super nul de s'installer en France. Parce que déjà, en France, ils ont le droit de grève, du coup tu peux t'attendre à avoir des grèves assez souvent. Tu as aussi les congés maladie qui se donnent à tire-larigot comme ça, c'est trop facile à en avoir. Donc en France, en tant qu'employeur et directeur d'une entreprise, c'est pas du tout l'endroit où il faut s'installer. J'aime bien comparer avec la culture japonaise aussi, où les gens là-bas, même les jours où on leur dit vous êtes en congé, c'est férié, et eux ils vont quand même au travail. Ils ont carrément un autre rapport avec le travail, et c'est le rapport au travail que les Français ont, que j'aime pas du tout. Il y a énormément de Français, ils vont pas au travail parce qu'ils ont envie, c'est parce qu'ils se disent il faut que j'aille au travail parce que sinon j'aurai pas d'argent à la fin du mois. Alors que les Japonais ils sont plus en mode il faut que j'aille au travail, c'est ma mission, voilà, c'est grâce à ça que je me sens vivre et je m'y plais. Voilà, moi je sais que je suis assez pragmatique et j'ai un esprit super rationnel et c'est pour ça que je pense comme ça au final. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en tête les images du film Les temps modernes de Chaplin. Et si Axel est autant pragmatique, c'est peut-être aussi parce qu'il ne s'est pas encore vraiment frotté au monde du travail. À la différence d'Antoine, un voisin, qui à 30 ans en est déjà revenu des grandes théories apprises à l'école. Quand j'étais petit, je voulais être pizzaiolo. C'était quelque chose qui m'attirait. Je pense avoir vu un pizzaiolo dans la rue. Je me suis dit, on prend son camion, on va d'une ville à une autre, on fait des pizzas. Bon, à défaut de bonne pizza, Antoine fait une belle scolarité. D'abord une licence de management, puis un diplôme d'ingénieur en logistique, niveau Bac+5. Mon orientation a été faite beaucoup par la volonté de mes parents d'avoir une bonne éducation. Voilà, la préoccupation du moment, c'était assurer ses arrières, avoir une bonne formation pour avoir un travail par la suite. Il enchaîne avec un contrat de volontaire international aux États-Unis, puis 2 ans de salarié au Mexique. Mais avec l'expérience acquise, il commence à s'ennuyer. Il rentre en France et intègre rapidement une société de 1000 personnes où il espère enfin pouvoir exprimer tout son potentiel. C'était peut-être également une pression de se dire on sort en tant qu'ingénieur, donc on doit forcément accomplir des choses importantes. Et si on ne les accomplit pas... À tel point qu'après une année dans l'entreprise, Antoine donne sa démission. On parle beaucoup du burn-out, mais on ne parle pas assez du bore-out, donc l'ennui au travail. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche un peu plus dessus, parce que c'est quelque chose aussi qui est assez compliqué à vivre au quotidien. Et donc,
Tu fais bien ton boulot, tout se passe bien? Je sais pas si je fais bien mon boulot, j'ai aucun objectif fixé, j'ai très peu de communication avec mon manager, très peu de relations, peu de travail en équipe. Donc on était vraiment tous séparés du travail. Par exemple, on avait une équipe, on ne travaillait jamais ensemble sur des problématiques communes. Donc savoir si réellement je le faisais bien ou mal, sans avoir d'objectif ni de feedback d'un manager, je sais pas. Ça, c'était quelque chose pour moi d'assez compliqué. Donc au fur et à mesure, c'est vrai que sans avoir toutes ces problématiques en tête, c'est vrai que je me suis démotivé parce que je venais au boulot et puis je faisais les tâches que je pensais faire bien pour aider, mais je voyais qu'il n'y avait aucun retour, aucune des tâches n'était appliquée, personne ne suivait les nouveaux process. On se dit, au final, à quoi je sers, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Donc, on y va de plus en plus tard déjà, et on se présente aux réunions sans forcément grand intérêt, parce qu'on sait qu'à la fin de la réunion, on aura besoin de faire un compte-rendu de cette réunion où on n'a pris aucune décision, et la seule décision, c'est de replanifier une réunion dans 2 semaines, et pendant ce laps de temps, sans avoir de résultats opérationnels qui puissent aider quelqu'un. Donc, tu sens aussi tes collègues de travail, comment vous échangez là-dessus? La plupart des gens étaient dans le même schéma que moi, en fait. Mais il y avait... la plupart de ces personnes également avaient un niveau de confort qu'ils ne voulaient pas forcément remettre en question. Donc c'était un niveau de confort, des horaires... des horaires sympas, pas de pression au travail, pas de stress. Pour moi, c'est pas un confort de s'ennuyer au travail et de ne pas avoir d'objectif et de ne pas savoir quoi faire de ses journées. Donc, Enfin, même j'imagine que ton moral n'est pas qu'au beau fixe, on va au travail un peu en reculant. Moi, personnellement, je me suis vraiment dévalorisé. N'ayant plus de réalisation, j'arrivais plus à voir quel était mon intérêt. Donc, même en dehors du travail, c'est vrai qu'il y avait des situations où, dès qu'on me parlait de mon travail, j'étais mal à l'aise parce que rien que la façon que j'avais de l'exprimer, c'était assez problématique. Ça révélait pas mal de mal-être. Donc, j'ai fait appel à un coach en développement personnel. Pour justement essayer de lister les problèmes, premièrement, que j'avais au niveau professionnel, mais également au niveau personnel, parce que les deux s'imbriquent l'un avec l'autre. Donc c'est vrai que c'était un travail de plusieurs mois, de comprendre qu'est-ce que je fais, comment je pourrais changer, comment est-ce que je peux changer mon attitude, mon comportement, ma communication, en se disant que j'arriverai pas à faire changer les autres. Donc si je veux que quelque chose change dans mon travail, ça sera premièrement à moi de le changer et de changer dans ma façon d'être. Après ces questionnements, qu'est-ce que tu décides quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai décidé j'ai posé ma démission et je finis mon contrat dans 1 mois. Je commence à avoir des idées un petit peu différentes. Et je suis en train de me demander également si je vais continuer sur une voie classique, rechercher un travail d'ingénieur, ou si je préfère partir sur quelque chose d'un peu différent, d'essayer de faire un break dans ma vie pour essayer de faire le point sur ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin. Mais alors la façon de le faire, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs idées. Ça peut être un voyage de quelques mois, ou si je suis barman pendant 1 mois, est-ce que j'aurais pas envie de commencer un business dans la restauration, dans le bar? Voilà. J'ai confiance en l'avenir et j'ai pas peur à l'heure actuelle de ce qui va se passer. Ah oui, se connaître soi-même avant de s'orienter. Mais c'est assez rare quand on a 18 ou 20 ans. Parfois on se cherche encore à 40 ou 50 ans, alors c'est pas gagné. Moi, j'ai souvent espéré que Solal ait envie de faire un CAP ou un BTS. Le petit diplôme rapide qui te donne de vraies compétences pour un vrai métier. Mais ça, c'est le truc des parents.
comme a fait Chloé, que j'ai rencontrée alors qu'elle faisait du babysitting chez une amie et qui à 21 ans a déjà tout mis en œuvre pour réaliser son rêve. La photo m'a prise vraiment quand j'étais petite, donc c'est vrai que photographe, je l'avais en tête comme idée, mais on m'a vite dissuadée en me disant qu'il n'y avait pas trop de débouchés, donc c'est vrai que c'était là, mais c'était un peu enfoui quoi, comme idée, on va dire. Au point qu'après son bac, Chloé s'inscrit en fac de psycho. Mais elle change vite, pour un BTS photo. En plus de ses cours, elle prend le statut d'auto-entrepreneuse, assistante pour des photos de mariage. Et les choses s'enchaînent assez vite. Et du coup, j'avais des petits contrats à côté. En plus, j'ai commencé à faire mon réseau en fait, pendant mon BTS. Et en fait, après, vu que je m'étais fait mon réseau, ça a explosé là, depuis que je me suis mis à temps plein. À 20 ans, c'est courageux. C'est peut-être ça la solution. Créer son job et être libre. Pendant mon BTS, j'ai dû faire 3 stages. Et en fait, je déteste avoir un patron au-dessus de moi. Enfin, vraiment, ça, je l'ai vraiment vu en stage. J'ai fait un stage dans la presse. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui me met des contraintes sur les photos, c'était pas possible. Je voulais pas faire un travail, par exemple, qui me rapporte beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui me plaise pas. Ça, c'était inconcevable dans ma tête. C'était pas possible. Je préfère peut-être gagner moins, mais faire quelque chose que j'aime, plutôt que travailler énormément et gagner beaucoup d'argent, mais faire un truc où je rentre, je pleure tous les soirs. Enfin, pour moi, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime, en fait. Est-ce que c'est grisant? T'es fière aussi de pouvoir dire aux gens que tu croises je suis indépendante, j'ai créé mon entreprise, c'est valorisant? Ouais, je trouve que c'est valorisant. Bon, après, avec mes potes, j'en rigole. Enfin, je dis, mon patron a dit demain que j'étais en repos. Enfin, des fois, on en rigole de ça. Parce qu'en fait, c'est encore tout récent, ça fait bizarre de se dire... Enfin, vraiment, ça m'a fait bizarre parce que j'ai fini mon BTS. Et là, on est en fait chez soi et on se dit, entre guillemets, je fais un peu ce que je veux au jour le jour. Et ça fait un peu bizarre au début. Bon, même si en fait, je fais pas vraiment ce que je veux parce qu'au final, il y a plein de trucs au jour le jour. Mais c'est quand même valorisant, surtout en tant que jeune, je trouve. De dire, en fait, j'ai 22 ans et effectivement, j'ai mon entreprise, j'arrive à en vivre. Et les gens, des fois, les plus vieux, entre guillemets, ils sont... Enfin, je pense pas qu'ils pensent que je puisse y arriver, en fait. Enfin, moi, je sais, quand j'ai débuté la photo, on m'a dit plein de fois que j'étais nulle et tout ça. Et aujourd'hui, c'est des photographes qui me disent... qui, du coup, vu que j'ai un nom d'artiste, ils savent pas que c'est moi. Et du coup, qui commentent mes photos en me disant « Ouais, c'est super bien ». Alors qu'en fait, c'était les premiers à me cracher dessus quand j'avais besoin d'aide, en fait. Et ça, je trouve, surtout dans le milieu de la photo, les vieux, ils sont pas là pour nous aider. Et tu as des nouvelles de tes collègues de ce BTS? Est-ce qu'ils étaient aussi motivés? Est-ce qu'ils étaient aussi bons que toi? Pourquoi ils travaillent pas, eux? Tout le monde n'a pas beaucoup de boulot en photo parce qu'ils sont pas prêts à travailler pas dans n'importe quoi non plus, mais ils sont pas prêts à travailler des choses qui sont moins rigolotes, mais qui sont alimentaires, quoi. C'est surtout ça. Il y a du travail en photo, mais il faut vraiment bouger, démarcher, se prendre des murs des fois, se prendre des oui, se prendre des non. Enfin, il faut un peu, il faut arriver à pas forcer le destin, mais d'une certaine manière, se bouger pour rencontrer des gens, faire connaître son travail. Et du coup, c'est pas tout le monde qui est motivé à le faire, parce que ça prend énormément de temps. Moi, j'ai pas peur de travailler, en fait, puisque j'ai toujours fait ça depuis plus jeune. Donc, en fait, si je dois faire, par exemple, du babysitting pour un petit peu rajouter à côté, on va dire arrondir les fins de mois, je le ferai. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai quand même de la place pour des projets perso. Et en même temps, on a besoin de ça pour travailler à côté, parce que sinon, je pense qu'on serait dégoûté de la photo. Mais en ce moment, c'est beaucoup de travail quand même. En fait, finalement, on se met auto-entrepreneur pour avoir une liberté, de se dire, je fais les horaires que je veux, mais en fait, on compte plus les horaires. Et des fois, je fais du 7h, 23h. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'un salarié. Et je m'en rends pas forcément compte, parce que vu que j'aime ce que je fais, ça va vite. Les horaires, on les compte pas, et du coup, les semaines sont assez remplies, quoi. Est-ce que toi, tu envisages ce genre de statut, la retraite, pour toi, dans 40 ans, où tu te dis qu'il faudra vivre autrement? Donc dès que je pourrai, là, ça va être dans les prochains mois, mettre un petit peu de côté, tous les ans, pour avoir pour plus tard. En fait, je pense que ça sera
pour me dire comme ça, je suis pas coincée, quoi. Je pense que en fait, tout le monde va devoir faire un peu ça, mettre de côté pour pouvoir s'assurer l'avenir, quoi. Comment tu vois les prochaines années éventuellement? Tu restes auto-entrepreneuse, tu veux développer des choses, tu penses que ça va un peu, la bulle va exploser un peu pour toi aussi? Comment tu penses? Après, je pense que c'est quelque chose qui durera quand même longtemps, mais je me dis que si vraiment je fais pas ça toute ma vie, bah, je travaillerai dans quelque chose d'engagé plutôt. Par exemple, un magasin de vrac ou, je sais pas, peut-être, vu que mon copain est dans la mode et qu'il est en train de monter une marque qui est plutôt dans l'upcycling, bah, pourquoi pas participer à son entreprise. Enfin, je laisserai un peu les possibilités venir, mais ça sera en tout cas effectivement dans mes valeurs. Ça, c'est indéniable. Chloé est peut-être un cas à part, car il faut quand même du talent et de la volonté pour réussir dans ce milieu. Peut-être aussi que ça marche, parce qu'elle ne paye encore pratiquement rien comme charge. Enfin, j'espère que son statut ne l'entraînera pas vers l'ubérisation. Sur la même idée de créer son entreprise, mais pour d'autres raisons, je revois Mehmet que j'avais croisé sur un précédent film. Je me rappelle, je voulais être cuisinier. Chef cuistot. Ça a duré longtemps? Bah, ça a duré jusqu'au collège, jusqu'à mes 16 ans, 15-16 ans. Et après, on a vu que c'était pas un métier qui était fait pour moi. Mehmet voulait suivre la filière générale, mais ses profs ne veulent pas, et dégoûté, il passe un bac pro en mécanique de production de pièces industrielles. Avec ses notes, il peut malgré tout intégrer un BTS en alternance dans l'aéronautique. Mais on lui fait comprendre que son profil ne correspond pas aux critères de l'école. Ça m'a écœuré un peu du monde scolaire. Parce que ça commence comme ça, ils m'ont dit je peux y retourner. Donc j'ai un peu abandonné l'idée de la scolarité, donc je me suis déscolarisé par choix. Parce que vraiment, j'avais plus foi à l'école, plus foi entre guillemets à ceux qui tiennent l'école et tout. Donc je pars travailler à l'usine. Suite à cette injustice, il fait une grosse dépression. Ensuite, pendant plus de 5 ans, il enchaîne les missions d'intérim en usine, à la chaîne. Et il ne laisse pas tomber. J'ai quand même étudié de mon côté, ça veut dire pas dans le cursus scolaire. Grâce à Internet, on télécharge des cours, on a des amis qui travaillent à la fac qui me ramènent des cours en commerce. J'ai commencé à étudier ça. Ils m'ont ramené leurs cours, je travaillais chez moi. Ça veut dire en essayant d'être mon propre prof. Il n'y a rien de mieux. J'ai compris que j'arrivais plus à apprendre seul. Et c'est là que je commençais à penser avec mon meilleur ami d'enfance, il s'appelle Sunji Alikari, avec qui j'ai grandi. C'est mon frère, c'est même pas mon ami, c'est au-delà de là. C'est au-delà de tout ça. J'ai grandi avec lui. On a pensé à créer la société. J'ai vu qu'en essayant de faire les choses, ça fonctionnait. Ça veut dire en me donnant l'envie, je peux sortir de la déprime que j'ai passé 1 an et demi. Et ça m'a permis de monter le dossier avec mon meilleur ami, de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme entreprise. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer une société de transport, mais qui va au-delà du transport. Ça veut dire faire des statuts qu'on peut faire. Là, actuellement, c'est apporteur d'affaires, grossiste en import-export. C'est un métier qui me plaît, parce que moi, je parle beaucoup, je suis hyper actif. Depuis que je suis petit, depuis que je suis comme ça. Et donc, comment se passe la suite? Donc on s'est tourné vers une structure qui est mise en place par Lyon, qui s'appelle Graines de Sol, Cité Lab. C'est une pépinière qui aide les entrepreneurs à s'élever, à les soutenir, à monter le projet. Lorsqu'on est arrivé, vous voulez faire quoi? C'est lui vraiment, il s'attendait à ce qu'on ne sait pas trop. Et là vraiment, on est revenu avec un mental de guerrier, quoi. C'est là, c'est maintenant. Et comme on s'est déjà vu avant, je t'avais déjà expliqué qu'on veut s'en sortir. Il y en a marre un peu de rester en bas de l'échelle. C'est là qu'on a pris le dossier, on l'a posé. Non mais c'est fait. Juste, est-ce que c'est faisable? Et c'est parti d'ici. L'ascenseur social, c'est quand même quelque chose, même si on dit que c'est un peu restreint, c'est des choses que tu peux envisager, que tu peux vivre. Oui. Ouais. Oui, c'est à force de dire je pourrais pas le faire. À force de dire ça, on devient défaitiste, on ne fera jamais les choses. Faut pas avoir peur de chuter, pas avoir peur de tomber, c'est notre philosophie, quoi. Et c'est parti de là, la société. Et du coup, ce travail qui est important, c'est quasiment une passion pour toi, en fait. C'est une passion. C'est une motivation forte. En fait, c'est devenu une passion. Jamais, étant jeune, je veux être patron. Je voulais travailler, parce que je ne connaissais pas un peu la vision mais à force de chuter, de me relever, c'est là que j'ai vu, ça m'amène à rien. Parce que l'intérim, c'est bien, on fait 18 mois, on arrête. Embaucher, c'est bien, à Agitech ou autre, automotive ou Renault, c'est bien. J'ai la sécurité de l'emploi. Mais le terme sécurité,
Ça veut dire on a toujours une épée de Damoclès sur la tête. Et ça, j'aime pas cette phrase, cette théorie. À une époque, le CDI, ça aurait pu être quelque chose. Ouais, c'est vraiment le pompon, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. C'est ce qu'il fallait. Mais avec le temps, à force de voir les choses, parce que j'avais encore la vision de ouais, mais on n'a pas le choix. Et quand même, bah si, on a le choix. On a faim. Concrètement, on a faim. C'est notre vision, c'est avoir faim. C'est qu'on a marre de voir les autres et pas moi. C'est pas être envieux, mais être envieux dans le bon sens du terme. C'est que moi, par exemple, là où j'habite, j'aimerais bien faire sortir mes parents d'ici. Pour montrer aussi, surtout, de dire à toutes les personnes qui pensent qu'on est une cité ou je sais pas quoi, qu'on réussit pas, de leur dire, bah regarde, Coco, d'abord pour avoir cru en moi, pas besoin de toi. Du moment qu'on croit en soi-même, on réussit à faire des choses. Et bah c'est ce qui a fait que la société a été montée, que les gens ont eu confiance en nous. On est peut-être bien une goutte parmi la mer, mais en espérant que ça peut donner l'espoir. Moi, ce qui m'a donné envie aussi d'entreprendre, hormis les grands comme Bolloré et tout, c'est ceux de mon quartier qui ont monté leur société, qui ont réussi leur vie. Pour moi, c'est quoi réussir sa vie? C'est monter une société, faire une famille, etc., etc. Moi, vraiment, ma vision, c'est que monter ma société, la faire grandir, mais grandir, c'est pas grandir question, c'est vraiment grandir beaucoup. Et après, un peu d'aider ceux qui viennent de quartier ou autres, même hors quartier, de ramener du monde, de créer un peu un lien, d'être un peu une plateforme pour tout le monde. Tu te trouves marginal, tu as un rapport singulier au travail, tu te penses un peu identique à pas mal de personnes. Comment tu te vois, toi, dans le monde? Je suis un peu comme monsieur tout le monde. Même mon collègue Sunji, il est pareil. Sauf qu'on a une chose qui est différente des autres. Et ça, ceux qui vont négocier avec nous vont le voir. C'est qu'on a faim. On est prêt à tout. Il n'y a rien à perdre. C'est bien parce que même plus que je viens d'un quartier, que j'ai encore plus rien à perdre. Je ne peux pas tomber plus bas. Entre guillemets, comme certains pensent. Ils pensent qu'on est la souffrance. Eh bien, on ne peut pas tomber plus bas. Pour vous dire qu'on va même aller plus haut, s'il le faut. Parce qu'on n'a peut-être pas eu des facilités que certains ont eu. Le morceau, je ne vais pas le lâcher. Je vais m'accrocher avec mes mains. Si on me tire en arrière, je vais m'accrocher avec les dents. J'ai rien à perdre. Je vais pas lâcher le morceau. Il faut un peu lever la tête et aller. Même si on nous casse les jambes, on nous dit que c'est pas... Parce que moi, j'ai entendu cette phrase. Frérot, tu sais, c'est compliqué. Trop de démarches. Et alors, un bébé qui marche, quand il apprend à marcher, on sait que c'est dur. Mais tu l'as fait quand même ou pas? Pourtant, c'est quand même encore plus dur que monter une société. Ouais, et ben alors. Bah, plus c'est dur, plus c'est bon à la fin. L'image est belle. Et j'espère que ce n'est pas la peur d'aller de l'avant qui retient Solal. Mais quand c'est encore ton rêve d'enfant qui guide tes pas, cela paraît plus simple. Comme pour Hugo, âgé de 19 ans, qui vit en Haute-Savoie et qu'une amie prof a eu comme élève. Quand j'étais petit, mon plus grand rêve, c'était de faire du tracteur. Et par la suite, ça m'a amené sur l'agriculture, plus précisément. Amené, c'est le terme parce que ses parents ne sont pas du tout du monde agricole. Juillet 2010, j'avais 10 ans, on est arrivé donc dans le village de Sevras. Avec des copains, on s'est dit, bah, tiens, il y a une ferme, t'aimes bien les tracteurs et tout, on va voir. Du coup, ils m'ont emmené. J'ai rencontré cette personne qui était très agréable, très ouverte. On a discuté, malgré que je suis un gamin de 10 ans, on a bien discuté. Et puis, j'ai dit, bah, j'aimerais bien venir un peu voir la ferme, t'aider. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, viens, on ouvrira les veaux, on fera des petites tâches sans importance, mais qui peuvent aider. Et encouragé par ses parents, il passe un bac agricole, continue en BTS pour acquérir des notions de gestion et fiscalité. Et bien sûr, fait son alternance dans la ferme de ses débuts avec Marie-Ange comme maître de stage. 2 mois qu'il a commencé et tout va bien. Bah, le travail, c'est le fait que, alors, par chance, j'ai l'exploitation qui est pas si loin de chez moi, donc le fait de rentrer, manger avec mes parents, discuter, faire partie un peu de la vie active du village, discuter avec toutes les personnes possibles, prendre, s'enrichir. Donc l'exploitation, on est à actuellement 18 vaches laitières, c'est vraiment une petite exploitation comparée à d'autres. On produit du lait pour une coopérative et tous les soirs, à minuit, le lait est ramassé, puis transformé à filinge en fromage. Et puis après, on s'organise aussi avec Marion. Moi, je traite le matin et elle le soir. Après, à ce que j'ai compris et ce qu'elle aimerait faire, c'est tout doucement me léguer l'exploitation au fur et à mesure, être là de moins en moins. Comme ça, ça la rassure au niveau de la gestion et de l'exploitation des vaches. Comme ça, elle ne laisse pas tout d'un coup.
Elle y va au fur et à mesure. Moi, je prends de plus en plus de responsabilités. Et une fois que je suis opérationnel, elle, ce qu'elle aimerait, c'était arrêter et pouvoir faire un autre métier pour se reposer physiquement, mentalement, et puis dégager un salaire. Et alors, qu'est-ce que toi tu apprécies? Qu'est-ce que tu aimes dans ces journées, dans ce travail qui n'est pas simple, qui prend du temps, qui est fatigant? Moi, ce que j'aime, déjà, le fait d'être dehors, c'est pas le même rapport avec un patron, par exemple, sur une grosse entreprise. Vraiment, tu viens à telle heure, tu fais ton boulot, tu fais tes heures et tu t'en vas. Ensuite, le fait de travailler avec les bêtes, c'est vraiment quelque chose d'agréable. C'est calme, mais des fois frustrant, parce qu'elles ne veulent pas toujours nous écouter. Et puis, j'aime aussi conduire le matériel agricole, je trouve ça sympa. Et par-dessus tout ça, il y a la gestion des sols, comment gérer ces pâturages, comment gérer l'alimentation des vaches, comment faire pour qu'elles produisent du lait de qualité sans vraiment les blesser, les fatiguer. Il y a la gestion de la comptabilité, de l'exploitation à suivre. Celui qui tient une exploitation aujourd'hui, c'est celui qui est derrière son bureau, c'est pas celui qui occupe des vaches. Faut réfléchir comment y arriver. En plus, il y a des périodes de sécheresse qui arrivent. On a de moins en moins d'eau. Alors comment faire? Est-ce qu'on change la race de vache, qu'on prend une vache plus rustique qui consomme moins d'eau? Ou est-ce qu'on commence à s'endetter sur du matériel pour faire du sursemis ou planter des plantes qui résistent beaucoup plus à la chaleur? Non, il y a des moyens, il y a d'autres techniques à adopter. Quand tu entends que des paysans se suicident, arrêtent leur exploitation, complètement ruinée. Ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, d'un sens où, en Haute-Savoie, on n'est pas tellement touché parce que justement, on a une bonne rémunération du lait, l'agriculture se porte bien. Mais c'est vrai que quand on sort de la Haute-Savoie, qu'on va sur les pays un peu plus, les régions un peu plus au nord, c'est là où ça atteint le plus d'agriculteurs. Ils disent un agriculteur se suicide par jour. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que justement, de nourrir les gens, est-ce que c'est quelque chose qui importe pour toi Oui, c'est vraiment, vraiment valorisant. Le fait de dire, moi je fais des produits que des gens mangeront un jour et apprécieront. Je fabrique le produit que j'ai conçu par le biais des vaches, et après je peux le vendre et je vois les personnes en face qui vont le manger, j'entends les ressentis, c'était bon, c'était pas bon, ça fait du bien. Ça se sent, Hugo se plaît dans ces montagnes. Même partir en vacances n'est pas un plaisir pour lui, ou alors seulement quelques jours. Ce qui n'est pas le cas de Mona, qui à 30 ans s'est fait un diplôme sur mesure, un peu particulier. À quoi je rêvais? À avoir plein de vie pour pouvoir réaliser le plus de trucs possible. Parce qu'en fait, j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire, mais je voulais faire plein de trucs. Attirée par la vie au grand air, elle passe un BTS gestion et protection de la nature. Mais à 22 ans, ne trouvant toujours pas de travail, faute d'expérience, elle décide de tout changer. J'ai décidé de passer d'autres diplômes dans le sport pour pouvoir vivre comme les saisonniers en fait. Un peu l'été, un peu l'hiver, et puis le reste du temps, profiter pour voyager. Mona vient tout juste de finir la saison. Elle est de passage chez ses parents qui sont des amis. Elle vient garer sa maison camion car elle décolle dans quelques jours pour les États-Unis. Je trouve qu'en France, on est peut-être un petit peu plus véhiculé par la peur. D'où le fait qu'il faut travailler, qu'il faut faire des grandes études pour avoir un bon travail. Avec, du coup, derrière, ça va de soi, quoi. J'y croyais à ça, en fait. Avoir une sécurité financière pour avoir un toit, une petite maison. Tu y as cru à ça? Parce que c'est des idées qu'on nous met dans le crâne. Au lieu de vouloir avoir tant sur mon compte bancaire pour être en sécurité, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, on peut vivre avec moins, on peut vivre différemment. Donc, on peut consommer moins et avoir besoin de moins d'argent, tout bêtement. Du coup, maintenant, ça fait 6 ans que j'ai ce mode de vie, à faire en sorte d'amasser l'argent qu'il faut pour être tranquille après, pour ne pas avoir de contraintes de temps lors de mes voyages. Et pas non plus donner énormément d'intérêt au travail, si tu veux pas que ça me prenne
plus de 7-8 mois dans l'année. Mine de rien, les rencontres, les voyages, c'est un sacré boulot en fait, d'apprendre à se débrouiller, d'apprendre à pas se mettre en danger, d'apprendre à s'adapter aux autres, d'apprendre à se nourrir quand on connaît pas la langue, d'apprendre... C'est un travail. J'ai peut-être pas les diplômes à la clé qui me permettent de faire un travail X ou Y. De toute façon, je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais voilà, on va dire que j'ai un doctorat voyage. Donc je me suis ouvert l'esprit et... Et alors, du coup, est-ce que toi, tu profites du système? Est-ce que toi, tu utilises ce droit au chômage? Bah, pour ma propre petite conscience, histoire d'être un petit peu cohérente, non. Non, je pense qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, j'ai eu la chance d'aller plus loin, d'être autonome et de pouvoir me satisfaire de peu, en fait. Est-ce que tu peux nous projeter ce que tu vas faire dans les prochains mois? Est-ce que tu as une idée? J'ai bientôt 30 ans, donc l'âge fait que j'ai peut-être aussi des envies de me sédentariser, c'est pas le mot, mais de construire quelque chose avec du bon sens. Ça, c'est en train de venir en moi. Donc j'essaye de tout mettre dans la balance. Et pour un peu, tu dirais que cette vie, elle te convient pour l'instant, mais elle manque peut-être un peu de sens pour toi encore? J'ai pas encore trouvé réellement le boulot en question qui ferait que demain, j'en ferais ma vie et que ça me posera pas du tout de problème, quoi. Mais je pense que c'est aussi la solution, de trouver quelque chose qui te plaise, quoi. Qu'est-ce que tu pourras envisager? J'ai beaucoup pensé à ça, créer un lieu, une sorte de refuge, tant pour l'environnement que pour l'être humain. Un endroit où tout le monde s'y sente bien, une sorte de camping alternatif, semer des graines, où les gens s'y sentent bien, les gamins partent courir avec les vaches en même temps, parlent avec plein d'autres gamins qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Un concept, un endroit où ça fait un peu hippie, hein, tu sais, mais où et l'homme et de l'autre côté la nature soit bien, qu'il n'y ait ni une autoroute, ni un parking, ni du pesticide, ni un éboueur ou un mec qui passe la tondeuse le dimanche. Tu vois, un endroit bien, un petit coin de paradis. Créer un lieu comme ça. En France ou à l'étranger alors? J'ai beaucoup voulu faire ça à l'étranger au début, parce que je me suis un peu éloignée de la France en me disant en crachant un peu sur notre pays. Puis au final, avec du recul, notre pays, il est comme il est chouette. Et puis avant de se battre ailleurs, en fait, ça peut être bien aussi de faire des choses chez nous, quoi. Donc au final, non, en France. Bien sûr, on peut se demander combien de temps Nona pourra vivre de cette façon. Mais la question peut se poser aussi pour ceux qui sont bien dans la norme. Qui peut dire comment sera la vie dans 20 ou 30 ans? À quoi bon attendre une retraite qui ne viendra peut-être jamais? Ce qui est sûr, c'est que le modèle métro-boulot-dodo ne fait plus recette. Et ce n'est pas Paul que j'ai vu grandir qui me contredira. Quand j'étais tout petit, je voulais inventer des choses, être inventeur. Puis petit à petit, avec un petit côté un peu naturel, garde forestier ou bûcheron, quelque chose dans ce genre-là. Et puis après, j'ai plus trop su. En tout cas, il passe un bac S, fait 4 ans de fac en Sciences Po et Histoire, et comme il écrit des pièces de théâtre, il décide de faire une formation de scénariste. Et pas la moindre, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Et aujourd'hui, que fais-tu? Bon, déjà, j'écris pour la télévision française, en l'occurrence beaucoup d'animation, parce que c'est ce qui emploie, l'animation pour les enfants. Ça, c'est un petit peu ce qui me fait vivre. À côté, à la suite d'une histoire un peu rigolote, mais je me suis retrouvé à être prof d'économie dans une école privée parisienne. Et puis sinon, je fais aussi pas mal de chantiers à droite à gauche, manuels, pour garder ce côté. J'aime bien, en fait, le bois. Là, il y a quelques mois, je suis allé passer une semaine à refaire des murs à la chaux, un peu à l'ancienne, super intéressant. Donc entre ces trois choses-là, ça m'occupe sur le côté travail, je veux dire. Un peu pénible entre guillemets, c'est ça. Travailler, c'est déjà, le mot travailler, c'est un truc, c'est la torture à la base, hein, le mot étymologiquement. Il me semble que ça vient vaguement d'un système pour
pour taper les bestiaux et qu'après c'était vu comme un instrument de torture moyenâgeux et c'est juste à l'époque moderne que ça a un peu changé. Mais du coup, et ça je pense que il en reste quand même cette image du travail, surtout sur le côté prolétaire. Quand on ne possède pas les moyens de production et qu'on arrive pour donner sa force de travail et qu'en échange on a un salaire, on arrive dans un schéma. Et ce schéma, il faut qu'on donne de l'énergie pour pouvoir le faire avancer, mais en étant extrêmement réduit dans sa liberté, quoi. Donc si c'est se crever à la tâche pour finalement faire tourner une machine qu'on exècre, horreur. Mais vraiment horreur. Et ça, politiquement, déjà, même en écrivant des trucs pour la télé, c'est quelque chose qui me gêne. Je me dis, et en plus c'est dit, c'est que objectif, vendre du produit dérivé et faire de la pub. Ça durera un temps, mais je pense que sous peu, je vais m'en séparer. C'est-à-dire qu'à plus ou moins court terme, tu te vois aussi partir sur une autre direction ou lâcher le scénario, le continuer différemment? Là, ça fait 1 an et demi qu'avec plusieurs camarades, on s'est lancé dans une aventure. Et en l'occurrence, on a comme objectif, d'ici 2 ou 3 ans, d'aller s'installer à la campagne, dans un lieu collectif, qui serait destiné à déjà mettre un peu plus à fond en application les idées qu'on peut avoir et être dans l'accueil d'autres personnes pour partager un peu cette manière de vivre et de se sentir en tant qu'humain aux autres. Sur les 8 qui sont vraiment sûrs, on est globalement à peu près tous dans le même milieu. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a aucun dans le tas qui conçoit sa vie comme je vais travailler 35 heures par mois pour récupérer de l'argent et nourrir ma famille et rembourser mon emprunt, quoi. C'est pas qu'on va pas travailler, hein, on va quand même travailler. En l'occurrence, je sais pas, j'imagine bêtement comme ça, mais au bout de 5 ans, travailler la terre, travailler le bois, travailler la construction, tout ça, c'est quand même des compétences, en fait, dans le langage d'aujourd'hui, qui seront acquises. Et en sortant, on saura le faire. En l'occurrence, moi, aujourd'hui, je sais pas le faire. Et dans 5 ans, je continuerai à écrire, hein, donc je saurai écrire toujours. Je saurai toujours éventuellement enseigner ou faire des colos, c'est pas un problème. Mais en plus, je saurai travailler la terre. Et en plus, je saurai travailler le bois. Donc en soi, on sera même plus armé qu'on ne l'est encore aujourd'hui. Encore plus polyvalent. Donc c'est même presque plutôt sécurisant, quoi. Tu restes optimiste? Je suis optimiste à mon échelle individuelle, je suis optimiste. À l'échelle collective, on va nécessairement vers des temps qui seront, d'un point de vue collectif, des temps difficiles, vraiment difficiles. D'autant plus en tant qu'occidentaux. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là, une fracture sociale, une tension qui va exploser, et c'est pas uniquement en France, en Italie, en Espagne, partout dans ce monde européen, parce que ça soit sur l'aspect écologique ou que ça soit sur l'aspect social, le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est pas heureux. On peut être heureux d'un point de vue individuel parce qu'on a des petits plaisirs, parce qu'on est avec ses enfants, parce que ça va, mais collectivement, c'est pour la grande majorité des gens, c'est pas joyeux en fait, c'est même plutôt dur. Et si on rajoute l'écologie, la pollution, des trucs comme ça qui sont presque angoissants, quoi, ça peut pas tenir, ça va exploser cette affaire-là. C'est vrai, l'avenir n'est pas rose. Mais je les trouve plutôt optimistes, avec pour chacun des perspectives pour trouver sa place dans la société. Ils ont envie, ils ont des idées, des projets. Allez, ça va peut-être arriver pour Solal. Et pour Amandine, avec ses 2 petits, c'est pareil, même énergie. On s'est rencontrés dans l'association où je suis bénévole. Je rêvais de tenir un centre équestre et de travailler auprès des chevaux, et je rêvais aussi d'être circassienne et de travailler dans un cirque. Trapéziste, jongleuse, voilà, c'était mes 2 rêves. Et aussi avec ma petite sœur de tenir une boulangerie, parce qu'on était 2 grosses gourmandes. Après le bac, Amandine prend 3 années pour réfléchir. Elle passe quand même par une fac d'histoire géo et d'histoire de l'art. Fait aussi des formations dans le cheval et le cirque. Et prend le temps également de passer 1 année en Suède. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, j'avais beaucoup de passion, plein d'amis, et j'avais envie de prendre le temps, me laisser le temps. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont beaucoup écoutée, qui ont été force de proposition, mais qui ne nous ont jamais rien imposé. Du coup, elle passe un diplôme en animation socio-culturelle, suivi d'un stage au Togo avec les enfants des rues. Ce sera le déclic. Elle veut travailler dans l'humanitaire. C'est peut-être ça le truc. Il faut être patient, leur laisser le temps. J'ai adoré ce parcours-là, un peu semé d'embûches, de moments difficiles, de moments plus simples. Et du coup, faire ces expériences qui sont peut-être atypiques, qui sont peut-être étonnantes, déroutantes, détonnantes, mais qui valent le coup d'être vécues et qui permettent de construire les personnalités de chacun. Et du coup, ensuite,
nos envies de travail, quoi. Donc j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de partir en nature, voilà, et de m'isoler dans un refuge en montagne. Je ne crois pas du tout au bac, 5 années d'études, travail. Enfin, je trouve que c'est vraiment une vision maintenant de la vie, je ne peux pas dire erronée, parce que finalement chacun vit le parcours qu'il vit, mais que je trouve assez fermé, quoi. Voilà, ça manque de peut-être de recul, ça manque de temps pour soi, ça manque de... Ouais. La France, est-ce qu'elle a pour toi un aspect un peu recroquevillé sur elle-même, du coup? Est-ce qu'elle est un peu vieillotte, vieillissante? Pour moi, la société française, en fait, c'est dans leur rapport au travail. C'est très compliqué de lier vie personnelle, vie familiale, en fonction de... et vie de travail, voilà. Donc, on a la boule au ventre quand on est enceinte de l'annoncer à son patron. Enfin, je veux dire, on est en 2019, ça suffit, quoi. On a la boule au ventre de se dire, je vais demander un 80%, oh là là, c'est mal vu. On a la boule au ventre de partir à 16h, même si on a fini notre travail, on va attendre 19h que le patron soit parti avant nous pour montrer qu'on travaille. Et pour moi, ça, c'est inquiétant et c'est surtout... finalement, la vie pourquoi? Enfin, moi, c'est avant tout la vie pour la famille ou le couple ou soi-même avant le travail, quoi. Enfin, c'est pas le travail avant la vie. Donc, il y a cet équilibre, je trouve, qu'on a du mal à trouver en France. Je dirais en France parce que ça me paraît un peu général sur ce pays et qui est peut-être plus facile dans d'autres pays. Alors, par exemple, pour avoir vécu un an en Suède, clairement, où c'est les enfants avant tout, parfois un peu trop, mais finalement, ce qui vaut mieux pas un peu trop que pas assez. Et au sein de l'association où tu travailles, est-ce que c'est des choses qui s'affrontent entre générations ou directions? Comment ça marche là? Eh bien, justement, j'ai trouvé... Alors, on va dire que ça, c'est par hasard, hein, mais l'association dans laquelle je me sens bien d'aller au travail. C'est-à-dire que, on se fait confiance dans la limite de ce qu'impose la confiance. Hein, donc, mais si on arrive à 9h30 au lieu de 9h moins le quart, c'est pas grave. Si on prend une pause d'1h30 au lieu d'une heure, c'est pas grave. On se fait confiance, on travaillera une demi-heure de plus. Si on doit partir à 15h parce qu'on a un rendez-vous médical, c'est comme ça. Tu penses que c'est aussi une possibilité de changer le monde, quelque clairement. part? C'est une possibilité de changer les gens, c'est une possibilité que les gens puissent se faire confiance, apprennent à communiquer, à se dire les choses, apprennent à voir le travail différemment. Ah oui, complètement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir dans une boîte au travail, d'avoir l'impression d'être dans un carcan, que rien ne peut bouger, qu'il faut montrer il faut que je fasse ci. Il n'y a rien de pire, quoi. Mes enfants sont malades, il faut que j'aille au travail absolument. Il n'y a rien de pire, quoi. Donc, bien sûr, oui. Je pense que ça aiderait les gens. Je pense que mentalement, c'est une charge mentale, en fait, au quotidien, de vivre le travail comme ça. C'est un CDI, un CDD? C'est un CDI, ouais, le premier de toute ma vie. Et ça fait peur. Non, je ne sais pas si on veut dire que ça fait peur, mais c'est le premier CDI de ma vie. Ouais. Et en quoi ça ferait peur? C'est signer pour un long terme, pas savoir quand est-ce que ça se finit. Finalement, c'est vrai que là, je me rends compte à quel point c'est intéressant d'être un peu sur des sujets de fond aussi, des sujets plus de long terme, sur des projets qui sont là depuis 10 ans et puis qui sont encore là pour 10 ans, où on se dit, voilà, il y a du long terme, donc on peut faire des choses différemment, les penser différemment. Moi qui suis habituée à bouger, à changer de boulot, à changer de pays, voilà, avoir un peu toujours mon sac à dos, et là, ça fait 2 ans que je suis posée à Lyon, je pense qu'on est encore là pour 2 ans encore. Donc ça fera quand même une longue période où on est resté en France, on est bien dans cette vie-là, mais on est intéressé pour en changer, pour repartir de zéro ailleurs. Et du coup, oui, ça impose peut-être à un moment donné une cassure dans quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça projette pour vous en tant que couple aussi, de se dire tiens, dans 2 ans on part, parce que ou comment? Alors c'est un vrai projet de couple, on a très envie de faire ça, on a très envie de faire ça avec nos enfants. Donc on a envie de partir dans des bonnes conditions, chose qui n'était pas forcément notre priorité il y a 5 ans en arrière. Voilà. Mais c'est palpitant parce qu'on se dit quelle nouvelle aventure nous attend, quel nouveau pays, quelle nouvelle langue, quelle nouvelle rencontre. C'est ça qu'on adore. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à retrouver quand on rentre en France. C'est étonnant parce que pourtant il y a des régions très diverses, des gens très divers, on est un pays incroyable, mais il manque cette petite chose qu'on retrouve à l'étranger, et comme on y a vécu pas mal de temps, c'est vrai qu'on sera content de la retrouver en repartant. Ouais. Soyons clairs, je n'ai rencontré que des personnes motivées et optimistes. J'ai fait l'impasse sur tous les jeunes qui galèrent et qui se cherchent encore. Et quand j'entends Amandine et les autres, j'ai l'impression qu'ils essayent toujours de répondre à la question « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?» Comme pour ne pas s'endormir et continuer à rêver. Alors Solal,
Tu veux faire quoi quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu diras, toi, alors, après, aux plus jeunes? Déchirez-vous à l'école et pas avoir peur de dire non. Parce que moi, en fait, quand je regarde avec le temps, c'est que j'avais le choix. Même si mes profs me disaient non, j'aurais pu m'imposer et dire ouais, j'y vais. Et je sais que j'avais la capacité. Vu que j'avais eu peur, j'ai dit non. Déchire-toi à l'école, fais le nécessaire. Tue-toi à l'école. C'est une étape importante. Je pense qu'on nous apprend pas assez à nous connaître nous-mêmes. Donc moi, j'aimerais bien, si je vais refaire mon orientation, c'est premièrement me connaître réellement qui je suis, Antoine, de quoi j'ai besoin pour être heureux. On n'est pas fait pour rien faire, on est fait pour avoir une utilité et d'aller jusqu'au bout et d'exploiter ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et si à 60 ans je me dis bah ça c'est cool, puis c'est cool, puis c'est cool, puis en fait si on me demande qu'est-ce que t'as fait de cool dans ta vie, je suis parti pour 15 jours de raconter des histoires, bah là c'est génial. Je pourrais mourir bien une fois que je serais allé une fois dans l'espace et que j'aurais vu la Terre de loin pour pouvoir être heureux. Ouais.